effet, on a ce nouveau variant qui nous arrive, qui remet le sujet d'actualité, hein, qui remet ce sujet d'actualité. On va voir finalement que les UVC peuvent aussi être utiles en dehors des pandémies et que c'est quelque chose que les installateurs peuvent proposer à leurs clients lors de nouvelles installations. Alors, hop. Alors, la société, je pense que vous connaissez l'Advance, hein, nous sommes le deuxième acteur mondial dans l'éclairage général. Nous sommes issus d'Osram, hein, il y a une scission chez Osram en 2016, et l'éclairage général est parti sous le nom de l'Advance. Et nous avons historiquement une présence dans le milieu des UVC, notamment avec une production assez importante de solutions UVC en Russie, à Smolensk. Et c'est la raison pour laquelle on a remis, en tout cas côté Europe, les UVC au goût du jour, notamment lors des pandémies, pour apporter une arme supplémentaire face à la pandémie. Alors peut-être une petite question au préalable. Xavier, comme on est quand même dans un contexte anxiogène qui passe d'un pays à l'autre, hein, en fonction des vagues, en fonction des saisons, hémisphère nord, hémisphère sud, etc. On peut tous être un peu tentés, ou en tout cas voir dans ces présentations un peu de marketing catastrophiste. Et alors, pour jouer la carte à fond du marketing catastrophiste, la question est simple. À combien estimez-vous le nombre de virus présents dans la nature et potentiellement transmissibles à l'homme? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Oui, voilà, on vous laisse 10 secondes pour répondre à cette question. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Tu me fais peur, Pierre-Yves. Hein. 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote et je partage les résultats. Pierre-Yves? Ok, on a 43% de bonnes réponses. Alors, Xavier, l'objectif, c'est pas vraiment de faire peur. L'objectif, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe un peu autour de nous. On va le voir un peu en détail dans la slide suivante, qui fera lien d'ailleurs avec la question bonus, vous verrez. Vous avez ici un article des Échos, bon, qui lui fait peur, hein, avec ce virus en gros plan, qui est daté du 5 janvier 2021, et qui illustre le risque finalement, avec le risque de pandémie. On peut dire d'ailleurs que l'Europe a été préservée des pandémies ces dernières années, mais vous en avez entendu parler en Asie, au Moyen-Orient, le MERS, le SRAS, différentes maladies, différentes pandémies qui ont touché de nombreux pays ces dernières années sans atteindre l'Europe. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les pays d'Asie ont aussi su mieux réagir que nous à la Covid, en se protégeant bien mieux que nous et bien plus tôt que nous, surtout lorsque le virus a commencé à faire parler de lui. Et en quoi la déforestation joue contre nous? C'est assez simple finalement. La déforestation entraîne un déplacement des habitats et une proximité de plus en plus forte entre la faune et l'espèce humaine, favorisant la transmission. Alors, on a parlé un temps du pangolin, un temps de la chauve-souris, d'autres vous parleront d'essais secrets dans des labos chinois. Quelle que soit la source, il est certain en tout cas que la déforestation joue dans la propagation de pandémies. Donc, pardon, toujours dans le catastrophisme, mais on va s'arrêter après ça. Toujours dans le catastrophisme, il y a aussi la fonte du permafrost, notamment en Russie, qui inquiète pas mal les scientifiques parce que donc le permafrost s'est formé entre 20 et 30 000 ans et renferme de nombreux virus, des virus géants d'ailleurs, auxquels l'espèce humaine n'a plus été confrontée depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, et pour lesquels nous n'avons absolument plus aucune défense immunitaire aujourd'hui. Et ce dégel et le réchauffement climatique peut également, et c'est une crainte donc, créer de nouvelles pandémies auxquelles on serait totalement impuissant, face auxquelles on serait impuissant. Alors, le risque est pas si énorme que ça finalement avec le permafrost.
Il y a d'autres risques, hein, libération de méthane, notamment dans l'atmosphère, qui accélérerait le réchauffement. Mais pourquoi ce n'est pas si risqué finalement? C'est parce que c'est beaucoup de zones isolées avec peu d'habitants. Alors, on va quand même penser, hein, à un village de Sibérie qui a été décimé il y a quelques années par justement un virus ressorti du permafrost. Mais ça reste isolé sur des zones. Il y a peu de voyages, en fait, dans ces zones-là. Alors, pourquoi je vous parlais de marketing catastrophiste, de peur et d'anticipation? C'est parce que finalement, quand on connaît ces risques et que on a des armes et des atouts pour y faire face, on a quand même moyen d'anticiper certaines choses, sans avoir peur forcément, parce qu'on a des moyens pour anticiper tout ça et les éviter. Évidemment, les moyens les plus évidents, c'est ceux qu'on connaît tous par cœur maintenant depuis pratiquement 2 ans ou 1 an et demi. Ce sont tous les gestes barrières. Hein. On a commencé, alors vous me direz, il n'y avait pas de masque, hein, au début de la pandémie, mais en tout cas, il y a eu du couvre-feu, il y a eu des confinements, il y a eu l'éloignement physique de 2 mètres, le gel hydroalcoolique, le télétravail, etc. Le vaccin est arrivé, il a mis un certain temps à arriver, hein, il n'a pas pu empêcher la propagation du virus au début, il est arrivé plus en curatif qu'en préventif, évidemment. Ce sera toujours comme ça avec les vaccins. Il faut du temps pour les produire, même si c'est allé extrêmement vite pour la Covid. Et il y a un outil qu'on utilise peu et finalement qu'on connaît assez mal, j'allais même dire qu'on l'a oublié, finalement, ce sont les UVC. On l'a oublié parce que c'est une solution qui existe depuis des décennies, la solution UVC. Hein. Depuis plus d'1 siècle, on utilise des UVC. Je vais essayer de vous en parler un petit peu après. Mais c'est un complément très intéressant pour lutter contre les bactéries et virus et champignons. Là, vous avez une photo, c'est une salle de pause chez nous, dans notre entrepôt à Molsheim, en Alsace. Alors, vous le voyez avec ces petits logos, hein, en bas de l'écran, les UVC, ça n'est pas une solution miracle qui remplace tout le reste. C'est vraiment un geste additionnel au geste barrière, donc, pour encore réduire le risque. Parce que chaque geste barrière ne va pas annihiler un risque, mais va réduire un risque. Donc, plus on a de gestes barrières, et le masque est peut-être le principal, l'aération est également évidemment très importante. Si on rajoute à tous ces gestes les UVC, on va atteindre des niveaux de risque très faibles finalement de contamination. Les UVC, qu'est-ce que c'est? C'est une partie du spectre invisible de la lumière. Hein, et vous le voyez sur la gauche de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui. C'est un rayonnement qui va se situer entre 200 et 280 nanomètres. C'est une lumière invisible qui va avoir certaines propriétés de désinfection, qui est produite évidemment par le spectre solaire. Le Soleil produit des UVC, des UVA, des UVB, mais qui n'arrivent pas sur Terre. Hein. Les UVC n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Ils sont bloqués en fait par la couche d'ozone, hein, principalement l'ozone dans l'atmosphère, et n'arrivent pas de manière naturelle sur Terre. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même un rayonnement qui est dangereux pour nous et pour toutes les formes de vie, hein, finalement. Par contre, on va savoir le reproduire et le maîtriser pour l'utiliser à bonne fin sur Terre. Comment agissent les UVC sur les bactéries, virus et champignons? Son action est assez simple, c'est une longueur d'onde très courte et extrêmement puissante qui va détruire les liaisons ADN ou ARN. En l'occurrence pour les virus, ça va détruire les liaisons ARN et empêcher ainsi la reproduction des virus et des bactéries et des champignons. On dit qu'on inactive les micro-organismes grâce aux UVC. Et ça marche extrêmement bien sur le virus de la Covid, donc qu'on appelle le SARS-CoV-2, c'est son petit nom. Il va être extrêmement sensible aux UVC. D'ailleurs, de nombreuses études réalisées depuis l'année dernière montrent même que le virus SARS-CoV-2 est extrêmement sensible, comme la plupart d'ailleurs des virus de maladies respiratoires, extrêmement sensible aux UVC. Plus sensible que la moyenne des micro-organismes, hein, puisque je vous parlerai peut-être un peu de la notion de dose par la suite, mais grosso modo, avec 27 joules par mètre carré en dose d'UVC, on va inactiver 80% d'une population de SARS-CoV-2 ciblée, alors que la moyenne des micro-organismes est à 237 joules par mètre carré. Donc vous voyez, il y a quasi un facteur 10, il est quasiment 10 fois plus sensible aux UVC que la moyenne des micro-organismes. Les UVC, c'est une solution, je vous le disais, qui existe depuis longtemps.
On l'utilise d'ailleurs dans l'industrie alimentaire, on l'utilise toujours de nos jours dans l'industrie alimentaire. On l'a utilisé dans les années 50 à 70, beaucoup aux États-Unis pour éradiquer la tuberculose. On envoyait des UVC dans les salles de classe, hein, par exemple. Et ça a contribué fortement à éradiquer la tuberculose. On l'utilise dans le traitement de l'eau, dans de nombreuses applications encore aujourd'hui, mais qui ne sont pas réellement ouvertes au grand public. On ne côtoie pas les UVC au quotidien, même si c'est très utilisé encore aujourd'hui. Par contre, il y a des solutions utilisant des UVC qui sont remises en avant, et notamment ici, vous voyez une branche du ministère de la Santé américaine, le CDC, qui recommande l'utilisation de systèmes de traitement de l'air par UVC dans les salles de classe, et notamment les salles de classe où les enfants ne sont pas vaccinés, enfin pas encore, aux États-Unis ça le sera bientôt, mais en tout cas notamment là où les enfants ne sont pas vaccinés, et encore plus particulièrement là où ils ne portent pas de masque dans les petites classes. Il existe 3 principales solutions de traitement par UVC. La première, qui est évidemment la plus efficace, c'est un système ouvert, vous le voyez en haut de l'écran. Donc, c'est une réglette UVC qui va diffuser un rayonnement UVC tout autour d'elle dans la pièce. C'est la plus efficace parce qu'elle va traiter tout le volume d'air, toutes les gouttelettes en suspension et tous les aérosols en suspension dans l'air portant potentiellement des virus seront traités, mais également les surfaces sur lesquelles les surfaces directement exposées à cette lumière UVC. C'est la plus efficace, mais c'est en même temps la plus contraignante d'utilisation, puisqu'il est hors de question d'être exposé à ce type de rayonnement. On peut l'être quelques secondes sans aucun danger, sans aucun risque, mais on ne peut pas rester exposé trop longtemps à ce type de rayonnement. On risque d'avoir des problèmes, notamment au niveau des yeux, et puis si c'est des expositions très très fortes, même au niveau de la peau, avec des risques de cancer, etc. Donc c'est une super solution, mais à utiliser de manière très maîtrisée. La deuxième solution que vous voyez à l'écran, c'est le système semi-ouvert, qui lui va diffuser une lame de rayonnement UVC au niveau du plafond, et qui peut s'utiliser dans des endroits assez hauts de plafond, justement, en présence de personnes. Il n'y aura pas d'exposition déraisonnée aux UVC pour les gens qui seront exposés, qui seront dans la pièce. Et on va traiter tout l'air supérieur de la pièce, et l'air par convection circulant dans la pièce, tous les virus et bactéries qui vont passer dans cette lame d'UVC seront inactivés. Et la troisième solution, qui est la plus simple de mise en œuvre et la plus fiable en termes de sécurité, c'est le système totalement fermé. Vous en voyez quelques exemples. Il n'y a aucun rayonnement qui sort de ces machines. Par contre, l'air est mécaniquement propulsé à l'intérieur, traverse les machines et passe justement dans le rayonnement UVC et va ressortir de ces machines totalement purifiées. Si on doit parler très rapidement des systèmes ouverts, ça ne va pas être l'objet de la réunion parce qu'ils impliquent vraiment plus de travail en amont et certaines études de dimensionnement et surtout des consignes de sécurité assez strictes. Je ne vais pas m'appesantir dessus, mais juste pour en parler 2 secondes, il est sage d'être méfiant face aux UVC. On a souvent des réactions assez épidermiques. Comment ça, des UVC, mais vous êtes fous, etc. Juste quelques slides pour raison garder face à ce type d'utilisation. Donc, on a fait quelques calculs ici en partant d'ailleurs du code du travail qui va fixer une valeur limite d'exposition aux UVC de 6 millijoules par centimètre carré. Donc, au-delà de cette dose, le code du travail estime qu'il ne faut pas recevoir une dose supérieure, une dose quotidienne supérieure. Et en partant de cette dose-là, on a fait quelques calculs avec une réglette en 30 watts, avec une personne de taille moyenne dont les yeux se trouvent à 1,40 m du sol, dont les yeux se trouvent à 1,60 m du sol, voilà, et avec un plafond de 3 mètres. Donc, cette personne aurait les yeux à 1,40 m au plus près d'un tube UVC. Et on calcule à partir de là en combien de secondes il atteint cette dose maximale recommandée par le Code du travail. Et on voit que c'est en 1 minute 35. Donc, les UVC ne vont pas foudroyer quelqu'un sur place, évidemment. C'est juste pour rappeler ça. Il faut s'en prémunir, éviter d'être exposé inutilement, mais on n'est pas foudroyé si on croise un tube UVC. D'ailleurs, c'est vraiment aussi une question culturelle. Les UVC, c'est assez drôle. Nous, on le constate, et je vous disais tout à l'heure qu'on avait notre usine de production à Smolensk, en Russie. Pourquoi c'est à Smolensk, en Russie? C'est tout simplement parce que c'est là le marché des UVC. Chez nous, en Europe, on a l'eau de Javel, on a tout ça dans nos placards, ou en tout cas la plupart d'entre nous.
Quand on regarde la fiche d'une eau de Javel, ça fait peur, hein. Pourtant, on est habitué à l'utiliser, on sait comment faire, on sait comment préserver les enfants, notamment de l'eau de Javel, hein, pour pas qu'ils y soient exposés. C'est néanmoins un produit très dangereux, mais on a tout ça dans nos placards. Et ben en Russie, c'est pas de l'eau de Javel, c'est des UVC qu'ils ont dans leurs placards. Ils utilisent au quotidien des UVC pour même nettoyer des légumes. C'est vraiment culturellement une autre utilisation des UVC. Je vais peut-être venir maintenant sur les systèmes fermés qui sont vraiment une solution très simple de mise en œuvre et qui sont une première solution à proposer aux clients sans rentrer justement dans tout cet aspect un peu dangereux ou qui peut faire peur, hein, dans l'utilisation des UVC. Les systèmes fermés, eux, comme je vous le disais, ont l'avantage de n'émettre aucun UVC à l'extérieur de cette boîte que vous voyez et donc de ne présenter aucun danger pour les utilisateurs. Donc, ils vont filtrer l'air en permanence et vont offrir un fonctionnement très silencieux. J'insiste sur l'aspect silence parce que c'est vraiment l'un des critères phares quand on parle de traitement d'air. Alors, le meilleur traitement d'air, évidemment, c'est d'ouvrir une fenêtre. Hein. Mais vous le savez comme moi, quand on est en hiver, on a peut-être moins le réflexe d'ouvrir la fenêtre. Quand on est dans un hôpital, peut-être que les fenêtres sont bloquées. Hein, d'ailleurs, beaucoup de fenêtres sont fermées pour empêcher les chutes accidentelles ou pas, d'ailleurs. Dans les hôpitaux, même dans certaines écoles, les fenêtres sont bloquées pour éviter ce genre d'accident, des accidents. Donc, dans ces cas-là, notamment, quand on a un système qui recycle l'air dans une salle de classe, par exemple, c'est important qu'il soit silencieux. On oppose souvent, d'ailleurs, les systèmes UVC de traitement de l'air à des systèmes à filtre EPA. Les systèmes à filtre EPA, eux, vont avoir certains avantages et certains inconvénients. L'un de leurs inconvénients par rapport au système UVC, c'est le bruit qu'il génère. Parce qu'on va devoir, dans le filtre EPA, faire traverser un certain volume d'air par heure au travers donc de filtres. Et donc, il va falloir des machines assez puissantes, assez gourmandes d'ailleurs en énergie, qui vont pouvoir pousser l'air au travers des filtres. Alors, ils vont avoir l'avantage de filtrer les pollens et les poussières, c'est certain, les odeurs. Ils vont avoir l'inconvénient de faire du bruit et d'imposer une maintenance assez coûteuse et régulière, tous les 6 mois à peu près, pour faire venir un professionnel pour remplacer les filtres. Et les filtres sont des déchets dangereux, donc vont imposer aussi un certain traitement. Les systèmes à UVC, eux, vont avoir l'inconvénient par rapport au filtre EPA de ne pas filtrer l'air, donc de ne pas retirer les pollens, les poussières ni les odeurs. Par contre, ils vont avoir l'énorme avantage d'être assez économes en énergie et très silencieux. Vous voyez ici une image que vous avez peut-être déjà vue qui montre comment se disperse un virus dans une pièce. Notamment en utilisant nos émissions de gouttelettes et, en l'occurrence, ce que l'on voit à l'image, ce sont nos émissions d'aérosols. Il faut savoir qu'une personne contaminée par exemple, le virus de la Covid, le SARS-CoV-2, va émettre ce virus dans son environnement. Alors, ne serait-ce qu'en respirant, on va émettre des virus si on est contaminé. C'est pour ça qu'il faut porter le masque sur le nez, évidemment, pas l'avoir sous le nez comme beaucoup. Il faut vraiment l'avoir sur le nez. Et le masque, lui, va piéger, puisque c'est un espèce de tissu, va piéger tout ce qui est humide, et notamment donc, les gouttelettes et les aérosols. Donc, on va émettre ces virus par aérosol et par gouttelettes, comme je vous le disais. Les gouttelettes, ce sont ces postillons qui vont de visible à l'invisible, il y en a des très petits, mais qui vont être plus lourds que l'air et qui vont retomber au sol après avoir été émis, notamment lorsque l'on prononce des P, des T, des lettres, des mots avec ce type de lettres qui vont favoriser l'émission de gouttelettes. Et ces gouttelettes, c'est elles qui nous imposent la distanciation de 2 mètres, mais également le port du masque pour éviter d'émettre des gouttelettes vers quelqu'un et notamment vers ses yeux si on s'adresse à quelqu'un. Les gouttelettes, ce n'est pas le vecteur le plus important de transmission de la maladie finalement, en particulier grâce au masque et à la distanciation. La deuxième manière d'émettre des virus, ça va être par aérosol, comme je vous disais. Là, on va émettre des petites particules humides plus légères que l'air qui, elles, vont pouvoir emporter jusqu'à 1 virus par aérosol et se répandre, par contre, très vite dans la pièce sans retomber au sol. Et donc là, une personne contaminée va pouvoir émettre ces virus rien qu'en respirant, et d'autant plus si elle parle, et d'autant plus si elle chante, et encore plus si elle fait du sport, par exemple. Là, on a des niveaux d'émission de plus en plus importants selon l'activité que l'on a. On va du coup répandre
le virus dans toute la pièce. D'où l'importance d'aérer régulièrement en créant un courant d'air pour évacuer ces virus. Parce que dès lors que ces virus présents au sein d'aérosols vont atteindre un certain niveau de concentration dans l'air, on va atteindre un niveau de contamination pour toutes les autres personnes de la pièce. Donc, il faut éviter d'atteindre ce seuil à partir duquel la quantité de virus est suffisamment importante dans l'air pour contaminer les gens. Et c'est en ça qu'une solution UVC est un complément très intéressant, puisqu'en filtrant l'air en permanence, comme vous le voyez à l'écran, on va réduire en permanence la concentration, on va annuler finalement une partie des émissions de virus si une personne est contaminée dans la pièce. Alors, on a fait une petite hypothèse, là, toujours dans notre salle de classe, où on a 180 mètres cubes, 60 mètres carrés par 3 mètres de plafond, et où on considère que la pièce a un taux de renouvellement de l'air de 0,35 fois par heure. C'est généralement un taux par défaut quand il n'y a pas de ventilation mécanique. C'est le renouvellement naturel sous la porte, le trou de serrure, les mauvaises isolations des pièces, etc. Et à partir de là, on voit sur cette courbe que vous voyez à droite ce qui se passe en bleu avec la concentration du virus si l'on a une personne infectée dans la pièce. Et vous voyez que la concentration du virus va monter au fil du temps. Vous avez le temps en abscisse, ici là, on est à 3 heures par exemple. La concentration de virus va monter en permanence dans cette pièce si on a une personne qui est contaminée et s'il n'y a pas eu d'aération. On voit même qu'en 40 minutes, on atteint un seuil assez intéressant. C'est un seuil à partir duquel le risque de contamination est au-delà de 63%. C'est un quantum d'infection de 0,04. On est à un niveau d'infection où là, on a un risque très élevé d'infecter quelqu'un autour. Et vous voyez ici ce qui se passe lorsque l'on met un recycleur d'air dans la pièce. Alors là, en l'occurrence, on a mis 2 machines de 600 mètres cubes, donc on totalise 1200 mètres cubes de traitement d'air par heure. Et vous voyez que le niveau de virus va forcément monter, la personne va en émettre. Par contre, il va être maîtrisé, il va rester à un certain niveau. Vous voyez ici une salle de réunion d'un conseil municipal qui nous a intéressés particulièrement. C'est un cas pratique que je vous propose, parce qu'on avait une 60aine de personnes présentes dans cette salle, et ils ont eu, lors de la première et deuxième vague, un nombre incroyable de contaminations. Et par recoupement, ils ont su que c'était dans cette salle que les contaminations s'étaient passées. Donc, ils sont venus nous voir et on leur a proposé une solution. D'abord, on leur a proposé une solution ouverte, un système ouvert, qu'ils peuvent faire fonctionner lorsqu'ils sortent en pause ou lorsqu'ils quittent la pièce, évidemment, quand il n'y a personne dedans. Alors, il faut savoir que ce genre de système ouvert est équipé d'un détecteur de présence, et si quelqu'un est détecté, évidemment, l'émission va s'arrêter. En même temps, en l'occurrence, dans ce cas-là, la pièce est vidée de tout occupant, les portes sont fermées à clé, et un opérateur, après avoir vérifié que tout ça a été bien fait, peut lancer avec une clé le système. On ne peut pas l'allumer par accident. Et on voit que grâce à ce système installé, on va, en 3 minutes, pouvoir réduire la population potentielle de SARS-CoV-2, donc du virus de la Covid dans la pièce, de près de 94% en 3 minutes. Et en 5 minutes, on est à 99%. 99%, c'est ce qu'on appelle le log 2. Donc, on a quelque chose de très, très efficace grâce au système ouvert. Par contre, il a l'inconvénient de ne fonctionner que pièce vide. Donc, en parallèle de ces systèmes ouverts, qu'ils peuvent donc activer lors des pauses, comme je vous le disais, on leur a proposé un système de traitement de l'air en permanence. Il se trouve que dans cette salle, ils ont une machine de chauffage RR qui est qui est fortement dimensionnée, puisqu'ils atteignent un taux de renouvellement jusqu'à 6000 m3 par heure avec leur machine. Alors, ce n'est pas un taux de renouvellement, c'est un débit de 6000 m3. En fait, ils vont en renouveler 1100 m3 par heure. La machine va réutiliser l'air existant de la pièce en fait, pour le réchauffer et renouveler 1100 m3 par heure, ce qui est assez important. Donc, ils nous ont donné ces infos pour qu'on puisse dimensionner la pièce et prendre en compte le renouvellement de l'air. Puis, par contre, ils nous ont dit une chose assez intéressante. Ils nous ont dit, mais bon, de toute façon, le système, on ne le met jamais en route. C'est trop bruyant. OK. Donc, ça rebondit sur ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait d'avoir des systèmes bruyants n'est pas forcément quelque chose de très pertinent, parce qu'on s'aperçoit que dans l'usage,
Ce n'est pas vraiment mis en route ou utilisé correctement par les usagers. Donc, on leur a fait 2 études. On leur a fait une étude en utilisant leur système et une étude où le système serait à l'arrêt. Et là, vous voyez les mêmes petites courbes que tout à l'heure. Quand on est avec leur système en fonctionnement, et si on installe dans la pièce de quoi retraiter 2300 mètres cubes par heure grâce aux UVC, on va réduire le risque, la concentration de virus de 65%. Et la probabilité qu'une personne soit infectée, on va le réduire de 62%. Et lorsque leur système est à l'arrêt, évidemment, la réduction est d'autant plus forte, puisqu'on perd les 1100 mètres cubes que renouvelait leur système. Donc, voilà pour ma présentation, ce que je voulais vous montrer. Il existe aujourd'hui sur le marché des solutions UVC très faciles à mettre en œuvre, de simples machines qu'on va brancher au mur et qui vont apporter un vrai plus sécurité, notamment dans les lieux, comme je vous le disais, où on va enlever le masque, ou dans les lieux où on va faire du sport, une salle de sport typiquement, ou des lieux où on va manger. On en a installé chez nous, par exemple, ici à Molsheim, c'est notre siège ici que vous voyez, on en a installé dans la cantine, par exemple, là où les gens n'ont pas le masque, etc. Voilà pour moi. Parfait, merci Pierre-Yves. C'est parfait, c'est un sujet effectivement. Bon, le Covid, SARS-CoV-2, il a toujours été là, mais là, on a une ressucée d'excitation des médias et pour cause autour de ce nouveau variant qui arrive, sur lequel tout le monde est inquiet. Donc effectivement, la solution, je ne connaissais pas la solution effectivement complètement fermée. Finalement, on fait juste passer de l'air dans un tube et derrière avec l'UVC. Donc finalement, c'est pas du tout bruyant et on peut traiter des quantités assez importantes Alors facilement. en fait, c'est toute la technologie et la valeur ajoutée dans ces produits. Quand ils sont efficaces et bien conçus, ils ne sont pas bruyants. Parce que c'est très compliqué de faire passer un gros volume d'air dans une machine, là où on va contraindre l'air et d'être silencieux. Donc c'est vrai qu'il y aura des produits entrée de gamme qui seront bruyants, même aux UVC. Mais les produits généralement qu'on propose, que d'autres proposent, restent très silencieux. Vous avez vu les niveaux de décibels tout à l'heure sur les produits, c'est très très faible. Ouais. En termes on peut donner quelques idées des fourchettes de coûts à peu près. C'est des coûts parce qu'il y a des dimensionnements. Bon, il y a toute une étude à faire. Oui. C'est des coûts. Grosso modo, sur une salle de classe, parce que c'est un usage assez typique et on a cet exemple. On est un groupe allemand. La Bavière, en ce moment, impose l'utilisation. Je vous ai parlé des États-Unis tout à l'heure, mais on a aussi en Bavière des aides d'État pour équiper les salles de classe, notamment des petits. Donc là, on va mettre 2 appareils de 115 mètres cubes chacun pour une salle de classe et on va être aux alentours de 4 000 € pour l'équipement d'une salle de classe. Ouais. Donc ça reste des investissements, c'est certain, c'est pas neutre. Maintenant, il y a beaucoup de cas où cet investissement passe vraiment au second plan par rapport à l'attrait, à l'apport de ces solutions et au fait de rassurer aussi les parents, les enfants, etc. Oui, puis effectivement, les coûts d'inactivité ou les coûts de plus pouvoir exploiter le lieu, c'est des coûts énormes qui sont induits. Exactement. Et sachant que la maintenance est très simple, puisqu'on a des durées de vie de 16 000 heures, par exemple, sur les sources. Donc, grosso modo, quand on va le laisser allumer 10-12 heures par jour, on en a pour quelques années avant d'avoir une opération de maintenance à effectuer sur l'appareil. Quelle est la consommation? J'ai une question, Thierry. Quelle est la consommation énergétique? Et puis, je reprends, il y avait une double question. Est-ce que c'est dangereux pour l'installateur? Est-ce qu'il y a des précautions particulières pour l'installation liées à l'UVC? Non, c'est pour ça que dans le temps imparti, je vous ai présenté cette solution-là. Parce que c'est vraiment celle qui ne présente aucun danger. Quand on va parler d'autres solutions, il faut peut-être un peu plus de temps pour rentrer dans les détails et les règles de sécurité. Mais sur cette solution-là, c'est un appareil que moi j'en ai un chez moi, j'en ai mis un, j'ai des enfants, j'ai mis ça chez moi. Et on le prend, on le branche. Point. Et il n'y a pas d'émission extérieure à l'UVC. Alors le risque, on pourrait légitimement se poser la question quand on va changer les lampes au bout de 16 000 heures. Et ce qui est un risque puisqu'on va ouvrir la machine. Là aussi, il y a des systèmes de sécurité. Alors théoriquement, un électricien ne va pas s'amuser à changer les lampes en laissant l'appareil alimenté. Néanmoins, il y a un système qui va couper automatiquement l'alimentation dès qu'on ouvre le système, dès qu'on ouvre l'appareil.
La consommation énergétique, là, c'est combien? Alors, la consommation énergétique, on va être, alors selon la capacité et la puissance de Bien sûr, l'appareil, bien sûr. on va partir à 150 watts sur un 115 mètres cubes et on va pouvoir monter jusqu'à 400 watts, 500 watts pour un 900 mètres cubes, par exemple. Oui. C'est la lampe qui consomme finalement le Évidemment. maximum d'énergie. Alors, les ventilateurs ne vont pas consommer grand-chose, mais vont consommer un peu, même si ce sont des ventilateurs très basse tension, hein, généralement de l'industrie informatique. Mais c'est surtout la lampe, le système, la source qui va émettre. Parce qu'on est sur une technologie traditionnelle, hein, on est sur la lampe traditionnelle encore. On aura de la LED, hein, je pense, dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, la LED reste encore en dessous en termes d'efficacité par rapport à la lampe traditionnelle. C'est-à-dire, grosso modo, qu'on pourrait avoir le même résultat avec des technologies LED, mais on aurait un débit moindre. Il faudrait que l'air reste plus longtemps au contact des UVC produits par des LED pour avoir la même efficacité. Mais ça arrivera forcément. Oui, donc si c'est 150 watts, ça chauffe aussi alors un petit peu Oh non, bon, ça non, n'émet pas de chaleur. Non, ça ne ça met fera pas pas de chaleur. radiateur en plus. Ça met Non, pas non, radiateur. non, Ok, bon, c'était quasiment l'idée pas. c'était Non, l'idée ça que ne se j'avais. sentira pas. Non, non, évidemment, Ok. ça chauffe, mais on ne le ressentira pas. Bon, alors il y a une question là, qui est un peu médicale, hein. De monsieur ou madame Clavel qui ne tue-t-on pas également des bactéries indispensables à la vie humaine? Bon, enfin, est-ce que on Oh, va pas bah, un peu trop. Ouais. non, mais c'est évident. Toute forme de vie qui va passer, tout micro-organisme sera inactivé. D'ailleurs, c'est l'avantage des UVC, c'est qu'on développe, les micro-organismes ne développent aucune résistance, hein, contrairement, je sais pas, aux antibiotiques ou aux produits de nettoyage dans les hôpitaux, hein, ces fameuses maladies nosocomiales qui sont créées, qu'on crée nous-mêmes finalement à force Ouais. d'utiliser les mêmes produits pour les traiter. Les UVC, il n'y a aucune accoutumance, aucune résistance possible. Donc, c'est leur avantage. Évidemment, ils vont détruire tout ce qui passe au travers. Alors, heureusement, on ne les utilise pas à l'intérieur du corps, dans nos intestins. Toutes les bactéries dont on a besoin seront préservées. On ne les utilise pas partout non plus. On ne les utilise pas dans la rue. Ça n'a aucun sens de les mettre. Il y a plein d'endroits où ça ne fait pas sens de les mettre. On ne préconise pas de mettre des systèmes à UVC partout dans les entreprises. Par contre, dans les lieux où on va être amené à retirer le masque, dans une cafétéria, dans un restaurant d'entreprise, là, il faut amener des sécurités complémentaires à la distanciation, etc. Et c'est là où ça fait sens. Ouais. Mettre des UVC dans notre entrepôt de stockage ici à Molsheim, personne n'en aurait l'idée et ça n'a pas de sens. Donc, on ne va pas détruire toutes les bactéries et tous les micro-organismes, hein. On va plutôt essayer de les détruire ou de les inactiver plutôt dans les endroits où le risque est supérieur. Ouais, c'est vrai qu'on imagine que dans tous les restaurants où on mange en ce moment en hiver, qui sont confinés, fermés, on pourrait avoir ce système-là. En Asie, Ouais. ils utilisent énormément de systèmes UVC de traitement de l'air dans les restaurants. Ouais, bien Notamment. sûr, bien entendu. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette présentation de ce sujet.